Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Et ce matin, nous sommes avec Daniel Dory et Éric Dénessé. Bonjour Daniel Dory. Bonjour. Vous êtes géographe spécialisé en analyse géopolitique du terrorisme. Vous êtes auteur d'une étude sur l'écoterrorisme dans les cahiers de liberté politique. Et nous sommes avec Éric Dénessé. Bonjour Éric Dénessé. Bonjour. Alors, nos auditeurs vous connaissent, vous êtes spécialiste de renseignement, vous êtes directeur du Centre français de recherche sur le renseignement, le CF2R, mais aussi d'un livre Écoterrorisme, altermondialisme, écologie, animalisme, de la contestation à la violence aux éditions Talendier. Alors, vous le savez, Gérald Darmanin avait deux objectifs, donc lutter contre l'écoterrorisme, mais la semaine dernière aussi, il a voulu interdire les manifestations dites d'extrême droite, le 9 mai. Alors, on va parler de ça, mais d'abord, un petit éclairage sur qu'est-ce que l'écoterrorisme et déjà comment on peut définir le terme terrorisme. À partir de quel moment un groupuscule, une bande, une organisation peut être considérée comme terroriste ou un État? Eh bien, la définition la plus simple et la plus rapide, c'est que le terrorisme est une modalité de communication politique violente. Il s'agit de transmettre un message, ce pourquoi on utilise certaines catégories de victimes, que j'appelle les victimes à identité vectorielle, c'est-à-dire qui transmettent le message, par exemple les jeunes du Bataclan, des touristes, des enfants, des femmes. Enfin, il faut que ce soit médiatisable, ou alors saboter des laboratoires. Il y a une démarche de communication. Et donc, le terrorisme est une violence dont l'objectif final, la cible finale, n'est pas nécessairement la victime immédiate. C'est-à-dire, les personnes qui meurent dans un attentat ne sont pas jamais prises au hasard. C'est jamais aléatoire. C'est toujours choisi, si possible, dans des catégories données. Les attentats de Paris en 2015, ils auraient pu, en épargnant un petit peu d'essence, se faire une maison de la jeunesse, Pablo Neruda, ou un collège, dans banlieue. Non, ils sont venus cibler spécifiquement dans le 11e arrondissement, un arrondissement d'ailleurs, ça on l'a montré dans une récente publication dans Conflit, des arrondissements dans lesquels Hollande avait énormément de voix. Et on visait Hollande puisque c'était en représailles des bombardements contre l'État islamique. Donc là, on voit bien la logique, c'est-à-dire on ne s'attaque pas aux gens en particulier, on s'attaque à des catégories de victimes qui sont susceptibles de transmettre le message à qui de droit. Éric Dénessé, sur cette définition du terrorisme. Écoutez, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont écrites et qui sont dites sur le sujet. En ce qui nous intéresse, pour recentrer sur l'écoterrorisme, là, on est beaucoup plus sur des actions qui ont pour but de faire du sabotage et de la destruction, avec des cibles qui sont très, très précisément identifiées en fonction de leurs activités, parce qu'elles sont considérées comme portant préjudice soit aux animaux, soit à l'évolution de la nature, et donc c'est à ce titre qu'elles payent finalement leur compromission aux yeux des activistes. Alors Daniel Dory, dans votre donc cette étude sur l'écoterrorisme dans les cahiers de liberté politique, vous parlez de l'idéologie que portent ces écoterroristes, vous parlez d'environnementalisme radical. Alors qu'est-ce que c'est l'environnementalisme radical? Il y a un phénomène qui est important et qui est passé assez souvent inaperçu. Il y a d'une part l'environnementalisme, le livre de M. Dénessé est effectivement une synthèse sur cette mouvance animaliste, environnementaliste, Earth First, Animal Liberation Front et les dérivés en France. Ça, c'est la base sur laquelle on travaille scientifiquement sur l'écoterrorisme. Alors, l'écoterrorisme, entendons-nous, c'est une toute petite partie des activités. L'essentiel, c'est des sabotages, des dégradations, Qu'est-ce qui est important là-dedans? Ce qui est important, c'est deux choses. La première, c'est qu'ils traduisent un mécontentement pour des actions pacifiques. C'est-à-dire que les gens qui vont passer, ça on le sait parce qu'on a étudié Earth First, Earth Liberation Front, etc., ce sont des gens qui viennent des ONG classiques.
Sierra Club aux États-Unis, Greenpeace qui va donner Sea Shepherds. Donc on a une mouvance de carriéristes ONG, climatistes, qui vont engendrer une petite partie, une petite fraction de gens qui se disent finalement on manifeste depuis des années, on a usé nos godasses à faire, on fait des actions, on peut même dégrader des tableaux, mais l'angoisse qu'ils ont, parce qu'on leur a mis ça dans le crâne, l'angoisse qu'ils ont concernant le réchauffement climatique, etc., est telle qu'ils se disent il faut agir de façon à changer radicalement. Donc il y a une petite frange dans cette mouvance environnementale qui est susceptible de passer à l'illégalisme, et qui passe déjà à l'illégalisme. À Sainte-Soline, on l'a vu. Bon, est-ce que ça peut aller plus loin? On n'en sait rien, mais probablement oui, parce qu'on a des exemples sur des tas d'autres mouvances dans lesquelles on a une frange radicale, mais pas nécessairement. Ce qui nous intéresse, c'est pas tellement les idées. Les idées radicales, ça, c'est utilisé pour combattre les idées, surtout des idées d'extrême droite qui gênent vraiment le système. Sinon, les idées de gauche servent à faire défiler les gens lors des journées de manifestation, de façon à ce que les pré-retraités fassent de l'exercice sans effet politique concret. Mais les mouvances de la droite radicale, oui, effectivement, sont vues comme contestant le pouvoir en place, et les écologistes pas trop. Donc c'est pourquoi il y a une grande tolérance, mais on a une dérive illégaliste. Et je conclus là-dessus. Pourquoi est-ce que c'est intéressant? Parce que c'est quelque chose que, lorsque l'on travaille sur le terrorisme dans la durée, et c'est une des erreurs habituelles de la recherche de Terrorism Studies, que je critique publication après publication, c'est qu'on en reste au dernier attentat ou à la dernière campagne où on pense que tout a commencé le 11 septembre 2001. Non, pas du tout. Et on a un parallèle frappant entre la mouvance anarchiste de la fin du 19e siècle et les anarchistes. Ils sont d'ailleurs aussi en partie anarchistes. Ils se revendiquent d'ailleurs. Oui. Il y a un mélange. Et alors, ça c'est le premier point, c'est-à-dire le passage à l'illégalisme des anarchistes, de ceux-là, mais d'autres aussi. Et le dernier point important, c'est mon deuxième aspect, c'est que cette mouvance classique, Earth Liberation Front, etc., a muté au cours des 10-15 dernières années. Et elle a muté par interaction avec l'extrême gauche, l'antifascisme folklorique, le féminisme virilophobe. Enfin, il y a une sorte de cours des miracles qui a fusionné dans des endroits précis qui s'appellent des ZAD. Et les alors ça, on en reparlera, voilà, justement du terreau de cette idéologie. Je voulais revenir avec Éric Denessé là-dessus, sur cet environnementalisme radical, l'idéologie de ces éco-terroristes. Oui. Oui, alors je voulais revenir avec vous justement. Si vous vouliez rebondir sur ce que vient de dire Daniel Dory. Alors non, il faut identifier trois grandes mouvances finalement dans ce qu'on appelle l'activisme environnementaliste, parce que il y a effectivement ceux qui sont dans une lutte concernant l'environnement en sens propre, c'est-à-dire l'évolution du climat, la Terre, parce qu'ils considèrent que nous ne faisons pas assez. Il y a ceux qui sont plus centrés, on va dire, sur la partie du droit des animaux. Et puis on voit aussi monter un troisième courant qui lui passe moins à l'action violente pour l'instant, qui est, on va dire, l'altermondialisme pour une nouvelle économie, pour un partage des ressources un peu plus équitable. On peut associer finalement à ces mouvances terroristes de nature sociétale une quatrième, parce qu'il ne faut pas la négliger, elle est plus liée à la droite et à l'extrême droite, alors que les trois premières ont quand même une filiation liée à la gauche et à l'extrême gauche qui est très marquée. C'est tout ce qui va être les mouvements anti-avortement, qui procèdent finalement exactement de la même manière, avec une cause totalement différente, mais avec une différence. C'est-à-dire que les trois premiers mouvements sont dans ce qu'on appelle une convergence des luttes. On le voit depuis très longtemps. Il y a une manière de travailler ensemble systématiquement dans les grandes manifestations, dans les grands sommets,
et parfois sur la conduite d'actions perturbatrices, violentes, mais qui ne sont pas des actions terroristes, alors que les autres travaillent seuls dans leur coin pour des raisons politiques qu'on évoquait, vu qu'on a affaire à des gens qui sont beaucoup plus proches de l'extrême droite. Et donc cet écoterrorisme aussi est lié à la question du climat qui est une excuse souvent pour prôner, pour installer une gouvernance mondiale. Voilà. Alors, je voudrais rajouter simplement une petite remarque à ce que vient de dire M. Denessé. Les trois mouvances sont absolument vraies, mais il ne faut tout de même pas oublier nos sympathiques amis musulmans qui, de temps en temps, égorgent des gens en criant Allah Akbar, et donc on se demande quelle est leur cause. Mais il existe un danger islamiste toujours réel qui est en interaction avec une partie de l'extrême gauche. Ceci est une accotation de détail. Alors, la question portait sur justement le climat et le climat comme excuse pour créer finalement une gouvernance mondiale. Il faut bien voir que ceci surgit dans les années, début des années 1990, c'est-à-dire à la fin de la guerre froide. Et à la fin de la guerre froide surgit le problème de la gouvernance globale d'une façon renouvelée, puisqu'on a une hyperpuissance américaine, on a une situation géopolitique qui a changé, et la possibilité d'implanter enfin des conditions de reformatage de la gouvernance mondiale. Pour cela, il faut trouver des thèmes. Alors, on a déjà le terrorisme. Parce que le terrorisme est l'ennemi de tout le monde, c'est une menace contre la paix, alors que ce n'est pas vraiment toujours vrai. Mais on a besoin de trouver quelque chose qui soit vraiment universel, c'est-à-dire qui concerne vraiment tout le monde. Et quelque chose qui concerne vraiment tout le monde, c'est d'une part l'extinction des espèces, c'est la biodiversité, mais la désertification, par exemple, ça concerne peu un certain nombre de pays. La déforestation, l'Arabie saoudite n'est pas trop concernée. Par contre, le climat, oui, ça marche très bien, puisque tout le monde est concerné, puisque les masses d'air circulent dans le... Et puis, on va fabriquer une espèce de consensus scientifique, ce qui est d'ailleurs absurde. Parler de consensus scientifique n'a pas de sens. Les scientifiques sommes par définition à la recherche de preuves qui peuvent infirmer ce qui est dit. Pas parce qu'on est méchant ou qu'on n'aime pas le collègue, enfin, ça arrive. Mais on est à la recherche des carences, des failles dans le raisonnement, et donc il n'y a généralement pas de consensus. Et dans le cas du climat, il n'y a pas de consensus particulièrement, sauf qu'il y a une censure de ceux qui pensent différemment. Alors, on va revenir là-dessus, Daniel Dory, justement sur ce consensus scientifique, sur les fameux ennemis des éco-terroristes qui sont ce qu'on appelle les climato-sceptiques. On revient là-dessus avec vous, Daniel Dory, et avec vous, Éric Denessé, mais tout de suite, il est 8h, c'est l'heure du bulletin d'actualité d'Emmanuel Noël. Ligne droite. Chevalier de la table ronde. Oui, oui, oui. Non, non, non. La table ronde. Nous continuons cette table ronde. Nous sommes avec Daniel Dory et Éric Denessé. Daniel Dory, vous nous parliez donc justement de l'impact, enfin comment dire, l'écoterrorisme et finalement prône une idéologie donc pour le climat qui est une... Non, il résulte de l'idéologie climatiste qui est mise en place depuis le début des années 1990, par les Nations Unies notamment. C'est la conférence de Rio de 92 qui produit la convention, le cadre sur le changement climatique, qui va être évalué par les COP, etc. Et donc on met en marche un climato-business qui est accompagné d'une part des travaux du GIEC, qui ne produisent pas de science, mais qui évaluent ou qui synthétisent les données scientifiques sous ordre des gouvernements. C'est un comité intergouvernemental, ce n'est pas un comité scientifique en tant que tel. Et par le suivi des ONG, qui, comme chacun sait, sont hautement démocratiques, totalement transparentes dans leur gestion et absolument non susceptibles d'avoir des financements intéressés ou d'être pénétrés par des services de divers pays. Donc on est dans un milieu hautement compliqué qui nécessite de l'analyse.
chose que l'on fait. La question n'est pas d'être climato-sceptique, qui est un terme que je récuse absolument. Faire de la science, c'est d'être sceptique tout le temps. Que ce soit sur le climat, que ce soit sur l'embryologie ou sur n'importe quoi d'autre. Éric Denessé, justement, sur le climat et puis sur cet anathème de climato-sceptique, qu'est-ce que vous en pensez? C'est une manière de discréditer de décrédibiliser l'adversaire? Non, je pense pas du tout. Et là, on s'éloigne, à mon sens, du sujet qui est de l'écoterrorisme. Les questions du climat sont apparues beaucoup plus tardivement. Il faut rappeler que ces mouvements qui passent à l'action violente depuis longtemps sont nés dans les fin des années 60, début des années 70, en Grande-Bretagne d'abord, avant d'émigrer aux États-Unis. Donc, ce qui s'est passé à partir de 1990 n'a finalement été qu'une étape. Ils sont, dans leurs actions, dans leur idéologie, bien antérieure à cette je dirais à la fin de la guerre froide et modifications qu'on a connues. D'ailleurs, une des questions qui a toujours taraudé ceux qui travaillent sur le terrorisme, c'est de voir de quelle manière des groupes islamistes se sont inspirés des techniques et des modes d'organisation qu'avait mis d'abord en place l'ALF, donc le Front de libération des animaux, qui est le mouvement le plus ancien, puis le Front de libération de la terre qui lui a succédé, et qui ont d'ailleurs systématiquement eux-mêmes donné naissance à une multitude de petits groupuscules qui passaient à l'action soit sur des thématiques précises, soit dans des zones géographiques précises, et qui après revendiquaient l'appartenance à cette dynamique beaucoup plus large. Et ce n'est effectivement qu'à partir des années 90 et la fin de la guerre froide que la troisième mouvance, qui est celle de l'altermondialisme, s'est manifestée. Mais encore une fois, on n'a quasiment pas d'attentats terroristes dans la mouvance altermondialiste qui se contente d'être dans l'activisme classique, y compris dans une forme d'activisme un petit peu violent quand il y a des grands sommets, alors que les deux autres mouvances se caractérisent par une minorité de groupes qui passent à l'action ultra-violente et qu'on qualifie de manière tout à fait fondée de groupes terroristes. Daniel Dery, vous voulez réagir aux propos d'Éric Denessé? Non, mais je suis schématiquement d'accord. Cela dit, toute violence n'est pas terroriste. Pour qu'elle soit terroriste suivant la démarche que je pratique dans le domaine de la recherche sur le terrorisme, mais qui commence à se généraliser, curieusement. Les actions véritablement terroristes sont rarissimes. On a du sabotage, mais il y a une possibilité que une frange intervienne. Qu'est-ce qui est la nouveauté? C'est pourquoi il est important de partir des années 90. Parce que l'idéologie climatiste va permettre, quelques années plus tard, la fusion entre des franges de l'extrême gauche, les ZAD, les Black Blocs, etc., dans lequel on a un mélange, une fusion de thèmes écologistes et de thèmes sexuels, de thèmes de toutes les minorités, de l'antifascisme, etc. Et ça, c'est une nouveauté. Alors là, il y a quelques étudiants qui ont travaillé sur ces questions-là et qui ont montré effectivement qu'on a dans des événements donnés, par exemple, non, Sainte-Soline, non, mais sur quelques autres avant, notamment Bure. Bure, c'est un lieu de stockage de déchets radioactifs qui a suscité une mobilisation. Et cette mobilisation est en partie locale et en partie transnationale, puisqu'il y a des gens qui viennent manifester à Bure contre ce projet. Et là, quand on analyse dans la mesure du possible les trajectoires des gens, un certain nombre considèrent qu'il va falloir passer à de la violence contre les personnes inclus. Donc là, on rentrerait sur quelque chose d'une autre dimension. Oui. D'une autre dimension. Pour l'instant, ça ne se fait pas. C'est-à-dire que pour l'instant, on est dans une acceptation de deux choses importantes que l'on retrouve dans toute la littérature sur les études sur le terrorisme. C'est-à-dire, d'une part, l'acceptation de la violence. Ça, c'est clair. Et cette acceptation de la violence est une acceptation en même temps de l'illégalisme, c'est-à-dire de l'illégalité, de l'illégitimité des structures institutionnelles en place. Quand il y a ces choses-là, on n'a pas encore tout le nécessaire. Il faut en plus que les gens soient capables de
créer les conditions organisationnelles et techniques de produire des actes de nature terroriste. Et justement, on va parler de ça, donc de ce terreau, le terreau de ces mouvances avec Éric Denessé. Vous parliez de ZAD, Daniel Dory, on parle aussi des associations comme Greenpeace, comme plus récemment... les soulèvements de la Terre. Et les soulèvements de la Terre et puis Extinction Rebellion. Ces organisations, ce sont des terreaux pour ces éco-terroristes, Éric Denessé? Mais bien sûr, puisqu'on observe dans ces groupes-là depuis très longtemps une radicalisation constante. C'est-à-dire que systématiquement, vous avez des groupes, et je pense à Greenpeace avec qui nous travaillons, qui eux-mêmes sont extrêmement préoccupés de voir qu'un certain nombre de leurs militants les quittent parce qu'ils trouvent que les actions que mène l'ONG ne sont pas assez efficaces. Ces militants se radicalisent, passent à des actions encore plus violentes, et parfois même dans ces groupes qui ont quitté les grandes ONG pour se radicaliser, d'autres sous-groupes veulent encore aller plus loin et on a un phénomène finalement de poupée russe de plus en plus fréquent qui amène des groupes de plus en plus réduits à vouloir faire avancer leur cause de manière rapide parce qu'ils pensent qu'il n'y a qu'en choquant l'opinion, qu'en menant des actions concrètes qu'on fera changer les choses. Alors, il y a un véritable phénomène sectaire qui caractérise ces groupes parce que finalement, c'est des structures dans lesquelles tous les individus doivent penser de la même manière, tous les individus doivent rester extrêmement soudés, doivent avoir les mêmes stratégies. Donc il y a une dérive qui est très intéressante, mais qui malheureusement pose problème d'ailleurs à ceux des activistes qui se comportent de manière, on va dire, démocratique, c'est-à-dire en respectant les lois, en se contentant de manifester. Elle pose aussi problème à ceux des activistes qui passent à une forme d'action violente à travers des manifestations et des destructions. Et on voit très bien cette gradation en plusieurs stades qui s'est mise en place. Alors, il y a une différence assez étonnante. Ce passage à l'action violente reste encore assez peu fréquent en France et dans le monde latin, mais nos pays sont des exceptions parce que partout ailleurs, au Canada, aux États-Unis, en Grande-Bretagne, dans les pays scandinaves, en Allemagne, voire en Suisse, ces groupes-là passent beaucoup plus fréquemment à l'action violente qu'ils ne le font chez nous. Alors, on peut donner quelques explications. En tout cas, ce sont les pistes qui sont aujourd'hui étudiées. Je pense que la tradition agricole de la France et la tradition culinaire de nos pays, la relation à la campagne joue chez nous un rôle différent que dans les pays anglo-saxons et scandinaves. Ça peut expliquer une partie des choses. Et puis après, il faut voir les cultures politiques locales, il faut voir les structures anthropologiques qui font que dans telle ou telle zone du territoire, il y a un type d'activisme qui peut être violent et qui est lié à telle ou telle tradition politique, et ce qui nous permet d'avoir une cartographie assez précise pour essayer de voir comment fonctionnent ces groupes. Daniel Dory. Eh bien, justement, la cartographie, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit par ailleurs. La cartographie, bien, on l'a faite. Et on s'est aperçu, alors on l'a fait dans 2 publications pour l'instant. D'une part, je dis on parce que la recherche a été faite avec mon collègue Hervé Théry, qui est celui qui produit la partie cartographique de nos publications dans Conflit et dans Sécurité globale. On s'aperçoit d'une chose tout à fait importante, c'est que l'écoterrorisme dans toutes ses variantes, animalistes et environnementalistes, ne concerne essentiellement que les pays occidentaux et le monde blanc. Ailleurs, on a des cas rarissimes, et encore, on a un cas au Chili, on a un cas en Nouvelle-Zélande, enfin, c'est quelque chose de marginal. On a surtout de l'animalisme en Angleterre, du côté européen, et on a surtout de l'environnementalisme du fait de Earth First, Earth Liberation Front, etc., du côté des États-Unis. Mais ça, c'est tout à fait, pour la partie classique de l'écoterrorisme et de l'écoactivisme violent, on a une cartographie définitive puisqu'on a les bases de données qui nous permettent de travailler sans problème. Où ça commence à devenir difficile, c'est lorsque l'on travaille sur les tout derniers moments, c'est-à-dire à partir des années 2010,
mars 2020, parce que là, on n'a pas de base de données et on a du mal à cerner dans des actions qui peuvent être, par ailleurs, violentes et très, très communicatives. Hein, par exemple, lancer de la purée sur un tableau. On a du mal à les avoir dans les bases de données parce que les critères de saisie de ces événements sont pas suffisamment ciblés. On n'a pas de base de données spécifique, sauf une aux États-Unis et en Angleterre, mais elle est trop partielle, sur ces phénomènes. Donc là-dessus, on sait que c'est un phénomène qui touche le monde occidental blanc, et on sait par ailleurs qu'il y a une mutation qui est en partie, qui est due au fait que l'extrême gauche altermondialiste, féministe, et enfin toutes les variantes, a fusionné avec cette mouvance-là. C'est-à-dire qu'on a affaire à tout à fait autre chose que l'Animal Liberation Front. Même s'ils font des libérations d'animaux, même s'ils font Ils filment aussi dans les abattoirs. Oui, ils filment dans les abattoirs. Tout ça, j'en parle dans la brochure. Ils ont toute une série d'activités qui sont bien répertoriées, mais filmer dans les abattoirs n'est pas d'une grande violence. Et d'ailleurs, dans les abattoirs, il se passe des choses comme très, très, très désagréables parfois. Voilà. Mais on a cette espèce d'osmose qui ouvre la voie à des mutations particulières. Et quelque chose de très révélateur, c'est que l'un des théoriciens importants de cette mouvance, c'est-à-dire Koscinski, qui est Una Bomber. Una Bomber est quelqu'un qui est responsable de 3 morts et d'un certain nombre d'attentats, et qui a fait un manifeste qui est prodigieusement intéressant. Eh bien, ce manifeste a été réédité récemment par une des maisons de l'extrême gauche écologiste en France. C'est très significatif que l'on republie ce texte-là. Il va y avoir une analyse de ce manifeste dans le prochain numéro de Conflit, normalement, parce qu'il faut connaître les classiques de... Alors, lui, il est passé à l'acte. Voilà. Et donc justement, on parle de cet écoterrorisme, on parle de leurs actes. Donc il y a des sabotages, il y a des incendies, mais il y a aussi de ce qu'on appelle de l'agit-prop avec Greenpeace, avec Extinction Rebellion. Et vous, ce que vous pensez donc que l'avenir de cet écoterrorisme, c'est qu'on va arriver à une plus grande radicalité. Manifester dans la rue et bloquer la rue de Rivoli n'est pas du terrorisme. C'est de la manifestation publicitaire, c'est pourquoi les ONG sont payées, c'est pourquoi les fondations de Soros les financent. Enfin, c'est d'agiter l'angoisse climatique de façon à garantir une certaine soumission des populations face à l'appauvrissement qu'on leur impose. Pas toutes les populations, mais nous suivons notre regard. Donc, là, il y a des choses, mais qui rentrent dans le cadre de la manifestation normale. C'est-à-dire, c'est pas plus violent que lorsque la CGT fait promener des pré-retraités blancs le long des places, le long des avenues. C'est bon pour leur santé en plus. Ça n'a pas d'impact politique, mais c'est bon pour la santé. Mais lorsque ça devient des sabotages, on rentre dans une autre dimension. Et la possibilité, alors, soit d'avoir des victimes par accident, ça, on a raté. Enfin, il y a eu des cas dans lesquels on a raté de peu d'avoir des incendies qui provoquent des morts. Quand on lance de l'acide à la figure des gens, ce n'est pas forcément un geste très amical. Mais pour l'instant, ça se passe par de la diffamation massive, par des choses habituelles de l'extrême gauche. Mais une frange réelle et assez facile à identifier considère que tout ceci n'est pas efficace. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à empêcher la catastrophe jugée imminente, et que donc il faut créer un impact médiatique. Et le terrorisme, c'est avant tout de la production d'impact médiatique. Et donc, si on n'a pas réussi en endommageant des tableaux, en bloquant une place, etc., qu'est-ce qu'on doit faire ? Éventuellement, on peut passer à des formes d'action différentes. Donc, c'est ça qu'il faut être prêt.
Et justement, le traitement, je voulais vous parler du traitement médiatique de ces éco-terroristes, parce que évidemment, il y a plusieurs journalistes qui sont, on va le dire, plutôt de gauche, plutôt en phase. Voilà, je ne sais pas si je vous révèle, moi à Radio Courtoisie, mais en tout cas dans les médias plus traditionnels. Les médias du service public. Voilà, plutôt. Et donc sont en accord parfois donc, avec les actes de ces éco-terroristes. Donc comment cet éco-terrorisme est traité médiatiquement? Alors, c'est pas tellement l'écoterrorisme parce qu'on en a très très peu, mais c'est cette mouvance radicale qui est en train de devenir potentiellement dangereuse. Elle est traitée avec une certaine complicité. Il est évident, et là j'espère ne pas faire une révélation qui bouleversera nos auditeurs, c'est lorsque l'on tombe face à un tribunal avec des juges du syndicat de la magistrature, on a beaucoup plus de chances d'avoir des ennuis si on relève de la droite que si on relève de l'écoterrorisme ou si on relève de l'écologie radicale. Donc ça c'est clair, il y a un sentiment d'impunité qui est constatable lorsque l'on fait le suivi des gens que l'on capture avec une structure comme la Ligue des droits de l'homme, d'ailleurs, qui a un rôle tout à fait important. Ce n'est pas seulement de l'islamo-gauchisme, c'est aussi de la protection de ce genre de gens. Donc là, il est clair qu'il y a le système médiatico-politique est plutôt... Parce que qui va être contre la protection du bébé phoque? Qui va être contre la protection de Greta Thunberg? Qui va être... Enfin, qui n'est pas en péril, sauf intellectuellement. Et donc, la cause n'est pas mauvaise au sens strict. On est tous contre la pollution des océans. Bon, cela dit, lorsque l'on arrive à qualifier les actes, parce que qualifier certains actes d'écoterrorisme, ça rentre dans la strate polémique mais ça nous demanderait un long exposé qui n'est pas de mise aujourd'hui. La complicité est une complicité tout au moins objective. C'est que l'on voit dans tous les processus insurrectionnels, la complicité n'est pas, pour être efficace, ne doit pas nécessairement être aidée, c'est-à-dire donner des armes, des caches. Oui, ça c'est la mouvance proche du noyau actif, ça c'est clair. Mais la non-dénonciation ou la simple complicité passive est vitale pour qu'un mouvement de ce genre démarre. Or, cette complicité passive est parfois active, et ça on le remarque lorsque je ne prends pas des émissions comme les journaux d'information de France dite culture, où là c'est chimiquement pur, mais dans n'importe quelles autres émissions du service public, vous avez qui on interroge les ONG, et on leur donne une légitimité alors qu'elles n'ont pas du tout de légitimité particulière, que leur système d'élection des dirigeants est absolument opaque, et que leurs sources de financement sont douteuses. Bon, cela dit, lorsque l'on a interrogé ces gens-là, on crée des interlocuteurs fictifs. C'est-à-dire, ce sont les mêmes... c'est le même journaliste qui se dédouble en activiste d'une ONG. Voilà, il y a une complicité entre les deux. Ce qui n'est pas le cas, forcément, avec notamment les groupuscules d'extrême droite. Donc on le rappelle, Gérald Darmanin, qui lui a eu comme ennemi donc, les éco-terroristes, puis plus tard, le 9 mai notamment, il a voulu interdire une manifestation d'extrême droite, notamment où il y avait des personnes du GUD, le groupe d'Union Défense. Et qui en plus n'ont rien cassé. Oui, ce qui montre qu'ils sont bien méchants. Ouais, c'est ça. Et en France, notamment, on dit que, le titre de Libération parlait du terrorisme d'extrême droite. Il expliquait que 29 personnes en lien avec l'ultra-droite étaient suspectées de terrorisme et que c'était un chiffre en augmentation qui était alarmante, donc véritablement une menace de l'extrême droite terroriste en France. Mais il faut faire une émission spéciale sur le terrorisme d'extrême droite. On est en train d'y travailler. Il y a des choses tout à fait intéressantes. C'est qu'ils sont extrêmement dangereux, mais ils échouent dans tous leurs attentats. C'est une constante. On a 3 cas, Christchurch, aux États-Unis, donc Tarrant, on a Breivik, dont l'extrême droite est douteux. Enfin, il est franc-maçon, pro-israélien. Enfin bon, c'est assez compliqué comme profil. Mais qu'il y a des gens dans la mouvance dit entre guillemets d'extrême droite qui sont pas tout seuls dans leur tête, c'est très probable.
que ces gens-là aient un certain degré de dangerosité, c'est très probable, notamment pour eux-mêmes. S'ils commencent à faire du TATP dans la cuisine de maman, ça risque de ne pas être bon pour la santé. Donc, mais c'est quelque chose qui est politiquement indispensable. Maintenant, on va faire le procès d'une affaire en juin de 2018, qui est une affaire de pied nickelé. Enfin bon, alors progressivement, mais quand on fait le suivi de ça, on s'aperçoit qu'on a un énorme battage médiatique. Et puis après, ça devient plus rien, parce que, bon, soit les gens qui sont des indicateurs de la préfecture de police, on ne peut pas trop leur chercher noise, mais ensuite, parce que les actions sont à des stades tout à fait embryonnaires. Et il n'est pas exclu que quelqu'un, sous le coup du Pinot, enfin en Charente, puisque je viens de La Rochelle, donc c'est au coup de Pinot qu'on fait des complots d'extrême droite là-bas, et donc imaginent de faire un attentat, parce qu'ils considèrent aussi que la situation de la France est grave, mais tous les gens qui travaillons sur le terrorisme sérieusement savons que le passage à l'acte demande une série de pas. D'abord des compétences techniques que ces gens n'ont pas. Alors certains sont des anciens militaires, certains sont des anciens policiers. On n'est pas sûr qu'ils ont abandonné tous leurs liens avec la police. Et donc, il faut être extrêmement prudent. L'ennemi de Darmanin n'est ni l'antiterrorisme, je pense, hein, ni le terrorisme écologiste, ni le terrorisme d'extrême droite. L'ennemi de Darmanin sont les chiffres, et notamment les résultats de sa politique. Donc il y a bien deux poids, deux mesures entre cet écoterrorisme et puis bien entendu. Le groupuscule d'extrême droite. Merci beaucoup Daniel Jory, on est obligé de s'arrêter là. Merci à vous. Éric Denessé nous a quitté un petit peu en avance. On rappelle qu'il est spécialiste de renseignement, directeur du Centre français de recherche sur le renseignement et de ce livre, auteur de ce livre écoterroriste, Altermondialisme, écologie, animalisme, de la contestation à la violence aux éditions Talendier. Et merci à vous Daniel Jory, vous êtes géographe spécialisé en analyse géopolitique du terrorisme et auteur donc d'une étude sur l'écoterrorisme dans le cahier de Liberté politique. Merci à vous.